aspirée, qui est une technique ancienne décrite par Gross. Le but, c'est éviter une surpression brutale en confiant au seul plan cutané la couverture des viscères recouverts par le sac. L'inconvénient, c'est l'ignorance des autres malformations et la persistance des défects de la paroi musculaire et bien sûr le risque infectieux important. La fermeture pariétale primitive qui est la cure radicale. La dissection du sac est prudente à sa partie supérieure, là où il adhère fréquemment au foie. L'inconvénient, c'est que l'enfant est reçu au-delà de 48 heures et le sac est infecté et fissuré et l'état physique est précaire. Il y a aussi la réintégration selon Yazbek et Ndoye, qui est un corset autour de M et on laissera des fils sur lesquels on fera une traction chaque fois que le contenu du corset est diminué. Et là, on obtient ainsi une réintégration progressive. L'inconvénient, c'est la dépendance ventilatoire prolongée et le risque infectieux accru. Par rapport à l'indication, pour l'omphalocèle rompu, nécessite le traitement chirurgical immédiatement. Pour l'omphalocèle non rompu, les indications tiennent compte de l'existence de types de malformations associées du contenu et des possibilités anesthésiques et chirurgicales. Pour la forme simple type 1, on met un traitement médical avec la cure radicale. Pour le type 2, le traitement médical avec la cure radicale, la curarisation et la ventilation assistée post-op ou le traitement par tannage. Pour les formes compliquées, on utilise la réintégration selon Yazbek et Ndoye. Pour l'omphalocèle avec les malformations associées, s'il y a une urgence chirurgicale associée, on fait le traitement concomitant en même titre que l'omphalocèle, à savoir une hernie diaphragmatique, une atrésie digestive. Si la malformation associée sévère menaçant le pronostic, la plupart évitent l'escalade thérapeutique, souvent vouée à l'échec. Passons aux complications post-op. Les complications les plus fréquentes sont les complications intestinales. Il y a un risque post-opératoire du vulvulus du grêle plus élevé que dans la paroschisis, car le sac évite l'inflammation intestinale et qui va provoquer des adhérences protectrices. Il y a aussi une hyperpression intra-abdominale vers le 4e et 5e jour, une ischémie intestinale, une acide, des perforations, RGO et des troubles de reprise du transit. Il y a aussi des complications pariétales, à savoir un lâchage de suture, l'éventration secondaire et une septicémie, et avec les autres complications cardiaques, une chute de débit cardiaque, un œdème des membres inférieurs et une défaillance respiratoire. Passons à la paroschisis. La paroschisis, c'est un défect congénital de la paroi abdominale latérale par rapport à l'ombilic qui est normal. Comme circonstance de découverte, soit en anténatal par échographie ou en postnatal en salle d'accouchement ou après complications. Donc, à l'échographie morphologique qui se fait entre 18e semaine et 24e semaine d'aménorrhée, on aura des malformations para-ombilicales droites avec des anses qui sont flottantes dans le liquide amniotique et une insertion anormale du cordon et une insertion normale du cordon ombilical. On note chez un tiers des cas un oligoamniose avec retard de croissance au 3e trimestre. En postnatal, le défect étroit para-ombilical est très souvent latéralisé à droite. Et le cordon ombilical, il est normal, le plus souvent séparé de l'orifice pariétal par un pont intact, un pont cutané intact. L'inflammation peut rendre méconnaissable l'intestin et l'épaississement et l'œdème de la paroi intestinale parfois, avec le grêle extériorisé qui peut être agglutiné. Donc, au postnatal, il faut évaluer l'état général, l'état d'hydratation, les paramètres anthropométriques et recherche néanmoins d'autres malformations associées. À savoir des anomalies digestives comme l'atrésie du grêle, la nécrose iliale, la perforation duodénale, le mésentère commun ou malformations extradigesitives qui sont exceptionnelles dans la paroschisis, comme une cardiopathie congénitale, des malformations urinaires, le pied beau, bec de lièvre ou hernie diaphragmatique ou autres. Donc, paraclinique, comme on a vu dans l'omphalocèle, donc on fait une échographie cardiaque, radio du rachis, radio du thorax, échographie transfontanelle et bien sûr l'étude du karyotype fœtal pour rechercher les malformations chromosomiques.
Classification de l'effort de laparosclérosis. Elle est classée en 4 types. Le type 1, donc le grêle et le côlon sont roses, pas d'atrésie et la longueur du côlon et grêle est importante. Le type 2, grêle et côlon il est mal vascularisé, recouvert de membrane Cohen, pas d'atrésie et le long du côlon et grêle est importante. Par contre, le type 3, le grêle et le côlon est mal vascularisé avec la membrane Cohen importante. Il y a une atrésie du grêle ou du côlon ou des deux, avec des lésions nécrotiques ou perforées et la longueur du grêle et du côlon est diminuée. Le type 4, c'est la nécrose presque totale du tube digestif. Le diagnostic différentiel de la parosclérosis se fait avec l'omphalocèle et avec aussi une hernie dans le cordon. Donc ici, le défect ombilical, il y a une extériorisation qui est peu importante et recouverte d'une membrane péritoniale. Parmi les complications majeures, il y a l'ischémie ou nécrose intestinale, les malformations associées à savoir l'atrésie intestinale, la péritonite plastique. Il y a aussi des complications mineures, à savoir les dysmotilités intestinales et la malrotation intestinale associée. Le diagnostic de gravité, selon les critères pronostiques échographiques, une petite taille de défect pariétal, une dilatation progressive de l'estomac, une dilatation intestinale ou un épaississement notable de la paroi intestinale supérieure à 3 mm. Parmi les critères postnatals de gravité, la présence d'une fièvre ou hypothermie, la présence d'une détresse respiratoire, l'état des anses qui peuvent être infectés, perforés, voire nécrosés, l'hypotrophie, la prématurité et aussi les malformations associées digestives et extradigestifs. Comme facteur étiologique,